Bienvenue à tous et à toutes. Bon appétit à ceux qui nous écoutent sur leur heure de lunch. Merci d'être là. Mon nom est Catherine Roy-Boulanger. Je suis directrice de l'ISME. À l'ISME, un de nos objectifs, c'est de favoriser l'accès aux connaissances et aux expertises en santé mentale étudiante. Les activités SME, comme celles qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une des façons d'y arriver. Ça nous permet de mettre en lumière les connaissances, les travaux, les initiatives d'acteurs et d'actrices de la santé mentale étudiante en enseignement supérieur au Québec. Avant de débuter, j'aimerais mentionner que l'activité va consister en une présentation d'environ 40 minutes. Par la suite, il va y avoir une période de 20 minutes où vous allez pouvoir poser vos questions directement dans le clavardage ou de vive voix. Qui est aussi comme information que je veux partager, c'est que le tout va être enregistré pour permettre l'accès aux personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce midi. À la suite du webinaire, vous allez recevoir par courriel la présentation, le PowerPoint, le lien vers l'enregistrement, puis une courte évaluation sur l'activité. Euh, il me fait très grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour entendre avec vous les grandes lignes des résultats de l'enquête du temps pour toi, qui a été menée par l'OSME à l'automne 2024. Derrière le portrait qu'il s'apprête à nous présenter, il est important de souligner un travail colossal de l'équipe de l'OSME. Ce rapport, c'est pas seulement des données éclairantes sur la santé mentale étudiante, mais c'est aussi des recommandations plus pertinentes pour la poursuite de notre objectif commun à l'ISME, à l'OSME et j'imagine aussi pour plusieurs d'entre vous, favoriser la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à l'équipe de co-direction de l'OSME, Julie Lane et Benjamin Gallet. La parole est à vous. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi et à ta merveilleuse équipe de l'ISME pour l'organisation de ce webinaire. Il nous fait un plaisir de venir vous partager les résultats de cette première enquête provinciale sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, enquête d'envergure. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur, sachez que notre mission est vraiment une mission davantage scientifique, donc de développer des connaissances scientifiques sur la santé mentale des personnes étudiantes, des cégeps, des collèges, des universités au Québec, mais également des connaissances scientifiques sur les initiatives, les programmes, les stratégies qui peuvent contribuer à cette santé mentale étudiante. Naturellement, on souhaite pas juste développer des connaissances scientifiques, on est également préoccupé de favoriser l'appropriation par les milieux. On travaille étroitement main dans la main avec l'ISME là, pour cette mission-là qu'on se donne. Sachez aussi que l'Observatoire, c'est plus de 300 membres, chercheurs, personnes étudiantes, représentants des milieux, des établissements d'enseignement supérieur au Québec. Et parmi ces membres, ben, on a des membres qui sont autour de Benjamin. Benjamin dirige l'axe sur l'évaluation de la santé mentale étudiante. Donc, derrière la présentation qu'on vous fait aujourd'hui, ben, il y a toute l'équipe qui travaille avec Benjamin, l'équipe de l'OSME, mais également de l'Axe sur la santé mentale étudiante. Merci beaucoup pour votre intérêt. Plus de 300 inscriptions à ce webinaire. Donc, démarrons ce webinaire ensemble, Benjamin. Oui, merci Julie. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, on se lance directement sans plus attendre. Julie, je te laisse commencer. Donc, on poursuit deux objectifs. Peut-être vous présenter certains faits saillants qui découlent de cette première enquête. Naturellement, considérant le temps dont on dispose, on ne pourra pas présenter l'ensemble des résultats. Je vous mettrai l'hyperlien vers le rapport complet et également vers une infographie qui présente les faits saillants. Donc, on vous présente, Benjamin va présenter vraiment les résultats qui risquent vraiment de vous intéresser. Et je vais également à la fin là, vous présenter les recommandations qui se retrouvent à la fin du rapport et qui permettent vraiment de mobiliser tous les acteurs, les parties prenantes de l'écosystème en enseignement supérieur au Québec. Avant de donner la parole à Benjamin qui va vous présenter les résultats, peut-être revenir brièvement sur la méthodologie de l'enquête.
Donc, se rappeler qu'il s'agit d'une méthodologie en deux phases. Donc, la première phase a eu lieu en novembre 2024, une première collecte des données, et une seconde collecte des données est prévue en novembre 2026 pour nous permettre de constater l'évolution de la santé mentale et du bien-être des personnes étudiantes. C'est vraiment une étude qui est mise sur le volontariat. Les personnes étudiantes, grâce à la collaboration des établissements, ont reçu un courriel unique qui leur permettait de compléter le questionnaire. Et ce questionnaire-là était distribué dans l'ensemble des établissements participants, 77 dans ce cas-ci, à la fois francophones et anglophones. Benjamin a beaucoup d'expérience dans les études sur la santé mentale étudiante. Il aurait pu, dans son bureau, sélectionner les différentes variables et questionnaires à mettre au cœur de cette enquête. Eh bien non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a mis en place une vaste opération vraiment impressionnante de mobilisation des membres de l'Observatoire, pas seulement de son axe, et également un processus extrêmement scientifique basé sur une analyse de cadres de référence qui existait déjà, d'une recension des écrits qui a permis d'élaborer un cadre conceptuel intégré qui lui permettait d'identifier des objets, des dimensions à retenir. Puis par la suite, grâce encore une fois à un processus de consultation, tout ça a permis d'en arriver à sélectionner certaines variables, des indicateurs, des questionnaires à mettre au cœur de cette enquête-là. Donc, les questionnaires et les variables qui sont au cœur du questionnaire sont réfléchis dans une perspective systémique, comme tous les travaux qu'on mène. Donc, on s'assure d'avoir des indicateurs, des variables qui touchent à tous les niveaux du système. Un petit rappel un peu du processus vécu en novembre 2024. Donc, peut-être nommé qu'il y a eu 22 jours de mobilisation intense dans les établissements avant de déployer l'enquête. Alors, on remercie les établissements et les associations étudiantes qui ont été d'une collaboration extraordinaire. Vous avez des photos ici sur les kiosques qu'ils ont pu mettre en place dans les établissements, en collaboration aussi avec notre partenaire l'ISME. Tout ça pour rejoindre 70 établissements qui, en amont, avaient autorisé, donner une approbation éthique là, pour ce projet-là. Et tout ça, c'est une opération aussi d'envergure là, de Benjamin et son équipe. Et tout ça nous a permis de rejoindre pour une première enquête un nombre intéressant de personnes étudiantes. On a déjà fait une sortie médiatique en mai dernier de quelques faits saillants. Et ça a suscité une belle réaction médiatique. Alors, sans plus attendre, je laisse la parole à Benjamin qui va vous présenter les résultats. Merci Julie. Donc, je poursuis avec ces résultats. Et comme vous allez vous en apercevoir, on suit en fait la même vision que dans le rapport qui est sorti la semaine dernière, c'est que on présente les deux ordres d'enseignement de manière distincte, non pas pour les comparer, mais au moins pour que chacun qui travaille dans ces ordres-là puisse vraiment avoir de manière détaillée les résultats. Et on sait que ce sont aussi des expériences qui peuvent être différentes dans les deux ordres, donc on les présente ainsi. Le portrait sociodémographique, je vous invite vraiment à aller regarder dans le rapport plus en détail, parce que là, on ne pourra pas tout regarder. Mais qu'est-ce qui ressort? Eh bien, classiquement, aussi bien au niveau collégial qu'universitaire, une participation de femmes au niveau du genre, hein, de femmes par rapport aux hommes, donc qui dépasse bien sûr la répartition des effectifs dans vos établissements, mais ça c'est quelque chose de relativement classique, la participation des femmes qui est plus nombreuse. Donc vous verrez que c'est très intéressant d'aller regarder les résultats de santé mentale par genre plutôt que le résultat global que l'on peut bien sûr sortir ici ou là.
Aussi, important de voir qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux ordres au niveau des personnes étudiantes en situation de handicap. On est autour de 27%. Et là, je dis tout de suite qu'on a inclus toute personne qui se considère en situation de handicap avec ou sans diagnostic, hein, d'où des pourcentages qui peuvent parfois être ressentis comme importants. Mais pour nous, c'est la vision subjective du handicap qui est à prendre en compte. Et des personnes étudiantes aussi en emploi. Il y a même un petit peu plus au niveau collégial qu'universitaire, mais on est autour de 60%. La seule différence notable, c'est justement les personnes étudiantes ayant des enfants, donc étant parents, où on a le double au niveau universitaire par rapport à collégial, donc 11,6 versus 5,5. Donc, je passe rapidement et je rentre tout de suite dans les données de santé. Donc là, c'est la perception de la santé, donc une réponse à un item unique qui demande comment nos personnes étudiantes perçoivent leur santé, donc la santé globale. On a questionné aussi en un item sur la santé physique et la santé mentale. Et ce qui ressort, je vous le dis tout de suite, notre petit code couleur, en fait, va être mieux décrit par après, mais on a vraiment les signes plus positifs en turquoise et les éléments dont on doit faire plus attention en orange. Et quand c'est même un petit peu plus grave, je dirais, c'est en rouge. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que les personnes étudiantes sont 2 à 4 fois plus nombreuses à considérer leur santé mentale comme étant mauvaise ou très mauvaise, comparativement à la santé globale ou physique. Maintenant, les indicateurs de santé mentale. Donc là, ce sont des échelles standardisées, validées, qui, voilà, dans leur façon d'être construites, viennent soit nous donner un indicateur de santé mentale positive, soit on a aussi regardé les troubles, donc les symptômes d'anxiété, les symptômes de dépression. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'en termes de santé mentale positive, sur la gauche, on est au niveau collégial et on a un résultat positif qui est que la santé mentale florissante, donc vraiment un vécu optimal du bien-être émotionnel, psychologique et social, eh bien, on est au-dessus, hein, on a à 28%, ce qui est nettement au-dessus de la santé mentale languissante, qui, elle, bien sûr, est l'inverse de ce que je viens de nommer. Par contre, on a vraiment la majorité des personnes étudiantes, aussi bien au collégial, comme on va le voir après, qu'à l'universitaire, qui se situent dans la catégorie modérée, donc ni languissant, ni florissant. Pour aller plus vite, ensuite, je passe donc à anxiété, dépression. Et là encore, c'est une échelle continue, mais les scores ensuite sont catégorisés selon voilà, le niveau de symptômes, donc d'absent à élevé. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que quand on considère les deux catégories, symptômes modérés à sévères, eh bien, au niveau de l'anxiété, on a 45% environ des personnes étudiantes au niveau collégial qui présentent ces catégories-là de symptômes. Et au niveau de la dépression, on est à 49,6, donc presque une personne étudiante sur 2. Maintenant, je présente les mêmes données, mais au niveau universitaire. Et on voit que la prévalence des symptômes d'anxiété modérée à élevée est un petit peu inférieure au niveau universitaire. On est à 40,2%. Et au niveau de la dépression, on est à 42,5%. Si on regarde maintenant les différents indicateurs que je viens de décrire selon l'âge, eh bien, au niveau collégial, on ne voit pas de différence au niveau des portraits de santé mentale entre les 18 ans et moins et les 19 ans et plus. Donc, l'âge n'est pas un facteur qui vient jouer sur la santé mentale au niveau collégial, mais au niveau universitaire, un peu plus. On voit en fait que les 30 ans et plus, qui quand même correspondent à un quart de l'effectif, eh bien, on présente un portrait de santé mentale plus positif, donc plus de santé mentale florissante, moins d'anxiété et de dépression par rapport à toutes les autres catégories d'âge qui sont toutes plus jeunes, en fait. Donc, les 30 ans et plus, vraiment, présentent une différence. Selon le secteur d'études maintenant, eh bien là, pareil, pour aller relativement vite, ce que l'on voit, c'est que les secteurs préus et techniques sont les plus à surveiller. Donc, on a quand même des niveaux d'anxiété et de dépression relativement élevés et une santé mentale florissante qui est présente, mais chez moins d'une personne sur 3. Le tremplin DEC, c'est le niveau le plus critique si l'on compare tous ces différents secteurs. Donc, on est vraiment à plus d'une personne sur 2 qui présente de l'anxiété et de la dépression. Et inversement, la formation continue
présente le portrait de santé mentale le plus positif. Au niveau universitaire, on va parler de cycle d'études. Et là, ce que l'on voit, c'est que le premier cycle d'études, donc au niveau du bac, c'est vraiment le portrait le plus critique, avec encore une fois des scores d'anxiété de dépression plus élevés et moins de santé mentale florissante que les autres ordres. Et plus on monte dans les cycles, plus que les autres cycles, pardon, et plus on monte dans les cycles, plus justement le portrait est meilleur, entre guillemets, même si j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est à surveiller au niveau deuxième, troisième cycle et au niveau du post-doctorat, on a les meilleurs résultats. Même si je veux vraiment préciser que le N, le nombre de participants au postdoc, est quand même très petit, donc il faut faire attention aux interprétations, mais c'est quand même positif ce que l'on voit ressortir ici. Personnes étudiantes maintenant, parents. Eh bien, les personnes étudiantes ayant un ou des enfants à charge présentent un portrait de santé mentale plus positif. Donc là, je vous laisse faire vos hypothèses, vos inférences, puis on pourra en parler ultérieurement, mais c'est quelque chose quand même qui est intéressant et important, aussi bien au niveau collégial qu'universitaire. Santé mentale et emploi maintenant. Bien, de manière générale, on voit à gauche, au niveau collégial, on compare le plus à gauche les personnes sans emploi, puis un petit peu plus à droite avec emploi. Bien, les formes de nos figures sont relativement similaires, on le voit bien, entre collégial et universitaire. Donc, dans les deux ordres, il n'y a pas de différence en ce qui concerne être avec ou sans emploi. Et comme je le répète souvent, là, on ne voit pas de différence du rôle de l'emploi d'un point de vue dichotomique, avec ou sans, mais des analyses ultérieures vont plutôt chercher à regarder si le nombre d'heures de travail a un impact, comme ça l'a déjà été démontré dans la littérature. Le stress financier, là, par exemple, il n'y a pas de doute. Quand vous regardez la section de gauche collégiale ou la section de droite universitaire, bien plus vous regardez de gauche vers la droite, plus vous voyez une augmentation des symptômes d'anxiété modérée à sévère et en même temps une diminution de la barre turquoise, donc une diminution de la santé mentale florissante. Donc, il y a bel et bien un effet du stress financier perçu par les personnes étudiantes et une augmentation des difficultés de santé mentale. Personnes étudiantes internationales maintenant. Donc là, je vous demande de regarder là où il y a la flèche au niveau des établissements collégiaux. Et ce qui ressort finalement, c'est qu'en proportion, les personnes étudiantes internationales présentent une santé mentale florissante légèrement supérieure à celle des personnes étudiantes de statut permanent ou les locaux, comme on le dit parfois. Et à cela s'ajoute aussi une tendance à ce qu'il y ait un peu plus de symptômes d'anxiété chez les personnes en statut permanent et pas de différence au niveau de la dépression. Donc, finalement, un portrait de santé mentale des étudiants internationaux légèrement plus positif. Au niveau universitaire, cette fois, on n'observe pas la même chose, on voit des différences. Les étudiants internationaux ont un peu moins de santé mentale florissante et un peu plus d'anxiété et de dépression. Je tiens quand même à dire que ce ne sont pas des différences qui sont majeures et donc c'est quand même relativement positif ce que l'on voit ici, même s'il y a matière également à réflexion. Maintenant, au niveau des personnes étudiantes en situation de handicap, bien là, ce que l'on voit quand on compare justement aussi bien au niveau collégial qu'universitaire, ces personnes en situation de handicap versus les scores totaux, eh bien, on voit un portrait plus inquiétant. Donc, encore une fois, plus de dépression, plus d'anxiété et plus de santé mentale aussi languissante, mais avec des proportions cette fois qui sont vraiment marquées. Donc, il faut vraiment regarder ça attentivement. Donc, 75% par exemple au collégial de l'effectif qui a des symptômes dépressifs modérés à sévères versus le 49,6 que je présentais tantôt. Personnes étudiantes issues de la pluralité de genre, c'est un petit peu la même chose, mais là, c'est important de considérer nos trois groupes, donc les trois genres. Donc, on a le genre masculin qui présente finalement le meilleur portrait de santé mentale, avec, on pourra aller de manière assez équivalente au niveau collégial et universitaire, santé mentale languissante chez 10% de la population seulement, anxiété chez 25 à 28% et dépression 36%. Ensuite, on a
les femmes qui ont un portrait intermédiaire, c'est-à-dire un moins bon portrait que les hommes, avec là encore de la dépression, de l'anxiété, autour de 50%, une personne sur deux. Et ensuite, on a le portrait des non-cisgenres, où, encore une fois, on voit, par exemple, de la santé mentale languissante, 20% au niveau universitaire, 30% au niveau collégial, et l'anxiété, la dépression, au-dessus de 76% au collégial et nombreuses aussi au niveau universitaire, 58 à 65%. Diversité sexuelle, là, on a deux catégories. Bien sûr, on a des chiffres sur bien des sous-catégories de la diversité sexuelle, mais pour avoir un N suffisant, on a regroupé, bien sûr, ces éléments-là. Et l'on voit également un portrait de santé mentale avec de la prévalence plus élevée de santé mentale languissante, d'anxiété, de dépression au niveau de la diversité sexuelle versus les hétérosexuels, aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau collégial. Maintenant, au niveau du besoin d'aide ressenti, donc là encore, deux figures avec des petites différences, mais pour aller quand même rapidement, on voit que pour les deux ordres, bien près de la moitié des personnes étudiantes nous ont dit avoir ressenti un besoin d'aide pour surmonter des difficultés en lien avec leur santé mentale et ou émotionnelle. Donc, une personne sur deux se dit que depuis le début de la session, ils ressentent ce besoin d'aide-là. Et ça a donné quoi? Eh bien, ça a donné qu'au niveau collégial, une personne sur trois parmi le pourcentage qui avait ressenti un besoin ont fait une demande d'aide au sein de l'établissement, ce qui n'est pas rien. Et parmi ceux-là, 24,7 ont reçu de l'aide et un certain nombre nous dit avoir ressenti, mais n'a pas demandé d'aide au niveau de l'établissement. Au niveau universitaire, bien, les chiffres sont un petit peu plus bas, mais c'est les mêmes tendances. Donc, une personne sur quatre à peu près qui aurait fait une demande d'aide au sein de l'établissement. Je le dis bien parce que finalement, on s'est rendu compte que à l'université, ils demandent un peu plus à l'extérieur de l'établissement qu'au niveau collégial. Mais au final, quelque chose qui n'est pas montré ici, quand on prend les personnes qui ont ressenti un besoin d'aide et qui ont effectivement fait une demande, soit au sein de leur établissement, soit à l'extérieur, soit même au niveau des deux, on est quand même à pratiquement une personne sur deux. Donc, il y a encore des choses à avancer, mais c'est quand même intéressant aussi. Si on va un peu plus loin justement sur cet aspect-là, les impressions sur l'accès aux services sont quand même relativement positives. Donc, par exemple, les services ont été évalués comme faciles à trouver, faciles à contacter, ce qui est très important. Ce ne sont pas des barrières à aller consulter. Par contre, il en ressort qu'une attention particulière devrait être portée aux besoins des personnes étudiantes en lien avec ces services, puisque seulement environ une personne sur deux a trouvé que c'était suffisamment adapté à leurs besoins. Le sentiment d'appartenance, donc là, on vient vraiment sur des données plus systémiques cette fois. Eh bien, on voit que plus d'une personne étudiante sur deux, aussi bien au collégial qu'au niveau universitaire, a ressenti un sentiment fort à très fort d'appartenance avec leur établissement d'enseignement. Et c'est important parce que qu'est-ce que veut dire ce sentiment d'appartenance? C'est de se sentir intégré, accepté, valorisé. Et c'est connu que ça a un lien très fort avec le bien-être et la réussite. Maintenant, au niveau des liens sociaux, eh bien là, aussi bien au niveau collégial qu'universitaire, les personnes étudiantes perçoivent majoritairement leur relation avec les autres personnes étudiantes de leur établissement, c'est comme ça que ça avait été questionné, comme positive, donc satisfaisante, valorisante et harmonieuse, au-dessus de 80% et presque 100%. Donc voilà des éléments très positifs au niveau des relations au sein des établissements. Et ces résultats, bien, comme vous pourrez le voir aussi dans le rapport, encore une fois, je vous invite à le regarder plus en détail, nous amène notre équipe et tout l'Observatoire à faire des recommandations. Et je laisse Julie vous en parler. Oui, peut-être avant d'aller dans les recommandations, mais tout d'abord, merci beaucoup, Benjamin. Peut-être nommer que pour nous, ces résultats-là sont à la fois encourageants et préoccupants. Vous l'avez vu, certains résultats sont vraiment positifs et pour nous, témoignent probablement des effets des nombreux efforts des établissements d'enseignement supérieur là, dans les dernières années. Il faut rappeler que le ministère de l'Enseignement supérieur a
déployé en 2021 le plan d'action en santé mentale étudiante en enseignement supérieur et également financer financer les établissements pour soutenir la consolidation de leur offre de services. Donc, nous, on peut vraiment voir qu'il y a eu un élargissement de l'offre de services dans les établissements. Puis, probablement que certains de nos résultats témoignent des retombées de ces efforts-là. Donc, on salue tout le travail, dans un premier temps, du ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre en place ce plan-là, mais surtout des établissements dans les dernières années qui ont travaillé très fort pour soutenir la santé mentale étudiante. En même temps, vous l'avez vu, plusieurs résultats sont extrêmement préoccupants pour nous et pour vous, j'imagine, et s'inscrivent en cohérence avec d'autres études, enquêtes antérieures qui révélaient des enjeux similaires. Ça va peut-être à l'encontre de certaines de vos préconceptions. J'ai vu dans la liste des personnes présentes aujourd'hui des collègues du réseau de la santé et des services sociaux. Quand on collabore avec certains membres de d'autres réseaux que celui de l'éducation, certaines personnes pensent que les personnes étudiantes sont des personnes privilégiées et de facto ont moins d'enjeux de santé mentale que la population générale. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Puis, vous pourrez poser des questions à Benjamin en ce sens, mais il a comparé les résultats avec des enquêtes similaires qui s'est déroulées auprès de la population générale du même âge. Puis, on voit vraiment que nos personnes étudiantes ont des enjeux de santé mentale plus importants et nécessitent vraiment qu'on unisse nos forces pour les soutenir. Donc, je vais dans les recommandations qu'on a réfléchi vraiment selon un modèle systémique. Donc, dans un premier temps, on adresse une recommandation, des recommandations pour les ministères. Donc, j'ai vu aussi qu'on a des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux avec nous aujourd'hui, en plus des autres ministères. Donc, il y a une recommandation où on vous invite à envisager reconduire le plan d'action interministériel en santé mentale 2022-26 et le financement rattaché pour que le milieu éducatif puisse poursuivre le développement des compétences socio-émotionnelles ou psychosociales tout au long du parcours scolaire grâce à la collaboration du réseau de la santé. Ces compétences-là sont vraiment des facteurs de protection à la santé mentale. Donc, plus on agit en amont, plus on va éventuellement faire en sorte que nos personnes étudiantes qui vont arriver en enseignement supérieur devraient avoir moins d'enjeux. Donc, on vous invite à reconduire ce magnifique plan interministériel, intersectoriel. On envisage aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé et des Services sociaux à poursuivre leurs actions en cours depuis quelques années pour mettre en place des corridors de services entre les établissements d'enseignement supérieur et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux pour mieux soutenir les personnes étudiantes qui ont des enjeux plus complexes puis qui nécessitent des soins spécialisés. C'est pas pour référer l'ensemble des personnes étudiantes qui ont des petits symptômes, c'est vraiment les personnes qui ont des enjeux plus importants. Donc, on y va maintenant avec les recommandations spécifiques au ministère de l'Enseignement supérieur. Le plan d'action sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur qui a été lancé en 2021 se termine également en 2026 pour entraîner un vaste changement de culture dans les établissements. La recherche nous dit que ça prend plus que 5 ans. Donc, on invite le ministère à reconduire le plan d'action et les financements rattachés. Les établissements ont besoin de ce financement-là pour poursuivre l'offre de services qu'ils ont développée dans les dernières années. On incite aussi les établissements à poursuivre leurs actions nombreuses, mais à tenter, plusieurs le font déjà, à tenter d'intégrer le développement des compétences socio-émotionnelles à même les cursus de formation au niveau collégial et universitaire. Et
on a moins parlé de ces résultats-là, mais on a des enjeux plus importants de santé mentale des personnes étudiantes qui ne sont pas francophones. Donc, on invite les établissements à essayer d'envisager la possibilité d'avoir des personnes intervenantes qui maîtrisent plusieurs langues ou qui collaborent avec des personnes traductrices. Toujours en lien avec les recommandations, maintenant on va vers les établissements d'enseignement supérieur. On les invite à poursuivre leurs travaux visant à élargir leur offre de services, de la prévention jusqu'à la postvention, tout ça en cohérence avec ce qui était proposé dans le PASME. En faisant ça, ils viennent agir sur les facteurs de protection, diminuer les facteurs de risque et on leur demande de tenter d'insérer des cours, des activités visant le développement des compétences socio-émotionnelles, visant à cultiver le sentiment d'appartenance envers l'établissement, à développer les liens sociaux, puis à promouvoir la santé mentale au sein des établissements, particulièrement au cégep et au premier cycle universitaire, en collaboration avec l'ISME lors de ses campagnes nationales, et de faire des efforts supplémentaires pour rejoindre nos populations qui apparaissent être davantage dans des contextes de vulnérabilité. Donc, on vous les renomme ici, les personnes étudiantes de premier cycle de moins de 30 ans, en situation de handicap, de sexe féminin, issus de la diversité, et tout ça par des programmes de prévention, mais également des programmes d'intervention, particulièrement en lien avec la dépression et l'anxiété, car on voit que c'est vraiment des enjeux importants que l'on retrouve dans nos établissements. On invite également les établissements à poursuivre la mise en place de différentes stratégies de promotion de la santé mentale pour sensibiliser la communauté étudiante, mais l'ensemble des membres du personnel, avec des messages d'espoir qui normalisent aussi que la transition vers l'âge adulte est une période qui amène des défis supplémentaires et de continuer leurs actions pour développer la littératie en santé mentale, puis de bien faire connaître les services en place aux personnes étudiantes. On invite également les établissements à offrir, on l'a nommé tantôt, des services, des ressources aux personnes dans d'autres langues là, que le français pour rejoindre ces autres clientèles qui ont des enjeux. Puis à bonifier puis à promouvoir l'offre de formation destinée à l'ensemble des membres du personnel pour vraiment les aider à mieux repérer les personnes étudiantes qui ont des enjeux et surtout pour les référer vers les bonnes ressources et également encourager les membres du corps enseignant, au corps professoral à adopter des pratiques pédagogiques qui favorisent la réussite, mais également l'équité, la diversité, l'inclusion et le mieux-être. On vous a mis l'hyperlien vers le guide tout nouveau, tout chaud, produit par l'OSME, qui pointe ces bonnes pratiques-là. Puis, on invite les établissements à poursuivre leurs efforts pour créer une culture de bienveillance dans les établissements. Enfin, recommandations pour les personnes étudiantes. Donc, on les invite à développer leurs compétences socio-émotionnelles en participant aux activités, aux cours qui leur sont offerts, en consultant les ressources crédibles, dont celles qui se retrouvent sur la station SME produite par l'ISME. On les invite à utiliser des stratégies, des outils, des ressources qui contribuent à favoriser leur bien-être, dont l'intégration de l'activité physique dans leur horaire. On voit que c'est un enjeu et de diminuer également le temps d'écran et à poursuivre leur effort pour créer, cultiver des relations harmonieuses avec les autres personnes étudiantes. On voit que c'est un facteur de protection important. Et dans les établissements, il y a plusieurs initiatives de parrainage, de groupes d'intérêt, d'activités parascolaires qui les amènent à développer, à tisser ces liens sociaux. Donc, on les invite à y participer en grand nombre. Donc, on arrive à la période de questions-réactions. La parole est à vous.